Pendant des siècles, on a murmuré à l'oreille des femmes que le mariage était leur destin, un conte doux amer, transmis de mères en filles, où l'amour et le devoir se confondaient dans une promesse de bonheur éternel. Mais que se passe-t-il lorsque ce rêve commence à se fissurer? Quand la femme, déjà adulte, commence à entendre une voix plus ancienne, plus intime, qui questionne « Est-ce vraiment cela que je cherchais ?» Ce réveil ne vient pas avec bruit, mais avec silence. Le silence d'un lit partagé, mais d'une âme vide. Le silence d'un regard qui se détourne, non par haine, mais par absence. C'est là que commence le vrai questionnement. Ai-je vécu pour moi ou pour l'image qu'on m'a imposée? Carl Jung nous parle de la confusion entre le moi social et l'âme profonde. Beaucoup de femmes, dans leur quête d'amour, ont en réalité cherché un lieu d'appartenance, une certitude, un miroir qui leur dise qu'elles existent. Mais le mariage, dans sa forme traditionnelle, a souvent été une cage dorée, belle de l'extérieur, mais silencieuse à l'intérieur. Ce premier réveil est douloureux. Il exige le courage de déconstruire ce qu'on a cru être le sens de sa vie. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour ou l'union, mais de reconnaître que le véritable mariage commence en soi, et non dans une cérémonie sociale. C'est le début d'un chemin, le moment où la femme cesse de se regarder à travers les yeux de l'autre et commence lentement à se voir, non plus comme épouse, mère ou amante, mais comme être unique, en quête de vérité. L'archétype de la fiancée est l'un des plus anciens et des plus puissants dans l'inconscient collectif. Il incarne l'idéal féminin, celui qui aspire à l'amour parfait, à l'union sacrée et à la fusion avec l'âme de l'autre. Cependant, à travers les âges, cet archétype a été déformé, corrompu et instrumentalisé par des structures sociales patriarcales. Ce qui devait être un symbole de l'épanouissement de l'âme s'est transformé en un mécanisme de contrôle psychique. Le mariage, dans cette configuration, devient la prison invisible d'une femme qui se perd dans les attentes et les normes imposées. Elle se retrouve piégée dans le rôle de la fiancée, un rôle qu'elle n'a pas choisi, mais qu'elle a hérité. Les coutumes ancestrales, les attentes familiales et la pression sociale l'obligent à se conformer à une identité prédéfinie, celle de l'épouse, de la mère, de l'objet du désir. Jung souligne que l'archétype, au départ porteur de sagesse, peut devenir un piège lorsque l'individu se perd dans l'identification à un rôle extérieur. La fiancée, dans ce sens, devient une figure désincarnée, une représentation vide de soi. L'amour est censé être une fusion de deux âmes, mais dans ce cadre limité, il devient souvent une transaction sociale. La véritable liberté commence lorsque la femme prend conscience de ce mécanisme et refuse de se laisser définir par ce rôle. Elle doit, d'une manière ou d'une autre, se libérer de la prison invisible du mariage traditionnel et redéfinir l'amour et l'union selon ses propres termes, et non en fonction de l'attente collective. Le chemin vers la libération de l'archétype de la fiancée est ardu, car il nécessite de détruire des illusions profondément enracinées. C'est une prise de conscience douloureuse, mais libératrice, qui permet à la femme de se reconnecter à son être profond, au-delà des rôles imposés. Dans les premières phases de l'amour, il est facile de confondre l'autre avec une partie de nous-mêmes, fascination, fusion, exaltation, mais aussi aveuglement. Selon Jung, ce phénomène repose sur un mécanisme psychique fondamental, la projection. La femme projette sur l'homme son animus, cette figure intérieure qui incarne sa force, sa parole, son esprit dirigeant. Mais ce n'est pas l'homme qu'elle aime, c'est l'image de son propre potentiel qu'elle a exilé hors d'elle. Et plus cette image est lumineuse, plus elle devient dangereuse. Car lorsqu'une femme projette son animus non intégré sur un partenaire, elle lui attribue une autorité démesurée. Il devient guide, sens, vérité. Et dans cet élan, elle se dépossède d'elle-même. Elle attend de l'autre ce qu'elle n'a pas encore trouvé en elle. Direction, sécurité, reconnaissance. Mais l'autre ne peut pas porter ce fardeau. Tôt ou tard, l'illusion se brise. Ce qui semblait amour devient confusion, frustration ou dépendance. Le problème n'est pas d'aimer, mais d'aimer sans voir. L'amour aveugle naît d'un élan profond, mais aussi d'une blessure. Jung nous invite à récupérer nos projections pour entamer le chemin de l'individuation. Cela signifie regarder en face ce que nous avons déposé chez l'autre, nos aspirations, nos peurs, notre puissance inexplorée. Lorsqu'une femme retire ses projections,
Ce n'est pas pour se détacher de l'amour, mais pour aimer de façon plus entière. Elle cesse de chercher un sauveur et découvre que la lumière qu'elle avait vue en l'autre était en réalité un reflet de sa propre âme. Aimer en conscience, c'est reconnaître l'autre dans sa réalité, sans le confondre avec nos besoins inconscients. C'est là que commence le véritable amour, celui qui voit, qui respecte et qui libère. Il existe une solitude que la société redoute, mais que l'âme réclame. Non pas l'isolement pathologique, mais une solitude sacrée, celle qui surgit lorsque la femme cesse de courir derrière les rôles, les attentes, les regards extérieurs. C'est dans cet espace silencieux que le véritable travail intérieur commence. Et pourtant, cette solitude fait peur. Elle effraie précisément parce qu'elle nous met face à nous-mêmes, sans distraction, sans miroir. Tant de femmes ont été éduquées à se définir à travers l'autre, en tant que fille, amante, épouse, mère. Être seule revient alors à perdre toute identité. Mais ce vertige est une illusion. Il ne signale pas la perte de soi, mais la naissance possible d'un soi plus authentique. Jung affirmait que l'individuation, ce processus d'unification intérieure, exige un retrait temporaire du monde extérieur, non par fuite, mais pour se rencontrer, se réconcilier et écouter cette voix intérieure que l'agitation sociale étouffe. La solitude devient alors une matrice alchimique, un lieu de maturation, de douleur parfois, mais aussi d'éveil. Cependant, notre psyché résiste. Elle préfère l'ancien connu au nouveau véritable. Elle redoute le vide apparent de l'absence, ne voyant pas encore la plénitude possible du lien intérieur. C'est pourquoi tant de femmes s'accrochent à des relations mortes, à des rôles usés. Mieux vaut la prison que le désert. Mais quand une femme ose traverser ce désert, quand elle reste dans le silence, sans compenser, sans fuir, quelque chose de profond se réorganise en elle. Elle découvre que la solitude n'est pas le contraire de l'amour, mais sa condition. C'est en devenant entière en elle-même qu'elle cesse de mendier des fragments chez les autres. Et à ce moment-là, elle ne cherche plus à se compléter, mais à partager. Il existe des mariages où tout semble calme en surface, pas de conflits ouverts, pas de drames apparents, mais en profondeur un silence plus inquiétant règne, celui de l'âme éteinte. Ce sont les unions stériles, où plus rien ne se transforme, où l'élan vital s'est figé et où la femme sent que quelque chose d'essentiel en elle a cessé de respirer. Ce type de lien ne tue pas le corps, mais l'imaginaire. Et lorsqu'il n'y a plus de rêve, plus de symboles, plus de mystère, l'amour se fane dans une routine anesthésiante. Jung parlait de l'anima pétrifié. Cette part de l'âme féminine qui, ne trouvant plus d'expression vivante, se retire dans les profondeurs, laissant la personnalité fonctionnelle, mais vide. Les rêves viennent souvent alerter sur cet état. Des maisons en ruine, des enfants morts, des océans asséchés, autant de symboles oniriques d'une vie intérieure qui s'appauvrit. La femme peut avoir tout n'est réussi extérieurement, foyer, stabilité, statut, mais ressentir un malaise diffus, une nostalgie sans objet, un appel qu'elle n'arrive pas à nommer. Ce n'est pas toujours le partenaire en cause, mais la structure même du lien, figée, non évolutive, répressive parfois sans même le vouloir. Un mariage devient stérile quand il empêche la transformation, quand il exige le maintien d'un personnage au détriment de l'âme. Pour renaître, il faut parfois laisser mourir. Mourir à l'image de soi, au rôle, au confort émotionnel. Ce deuil est profond, car il touche à la peur la plus primitive, celle de perdre l'amour si on change. Mais la vérité, c'est que tout amour qui exige la stagnation n'est pas amour, c'est contrat. La femme qui ose écouter ce mal-être ouvre la porte à une vie imaginale retrouvée et avec elle, à la possibilité d'un lien vivant, en elle ou hors d'elle. Certaines femmes rêvent, nuit après nuit, de robes blanches, d'églises désertes, de noces inachevées. La fiancée est là, mais le marié ne vient jamais. Ces rêves, loin d'être anodins, parlent avec force du destin psychique de l'âme féminine. Jung nous a appris à écouter les images oniriques comme les messages profonds de l'inconscient. Et la fiancée sans époux est l'un des symboles les plus puissants de l'attente intérieure. Ce n'est pas un homme que la femme attend, c'est elle-même. Elle attend le moment où elle cessera de courir vers l'extérieur pour enfin se tourner vers sa propre union intérieure. Dans ses rêves, la fiancée représente l'âme prête à se marier, mais non pas avec un autre.
Elle est prête à s'unir avec sa totalité, à célébrer le mariage sacré entre son féminin et son masculin intérieur. Mais tant qu'elle projette ce rituel sur le monde extérieur, le marié reste absent. Et le rêve, inlassablement, revient. Ce scénario onirique n'est pas un échec, mais un signal. Il indique que l'ancienne image du mariage est en train de s'effondrer. L'autel est vide parce que la cérémonie ne doit plus avoir lieu dehors. Le véritable engagement n'est pas social, mais symbolique. Et tant que ce basculement n'est pas accompli, l'âme attend, en silence, parfois en souffrance. La fiancée perdue est aussi la gardienne d'une vérité oubliée. Aucune union extérieure ne peut combler le vide d'un soi non rencontré. Elle nous rappelle que tout mariage qui ne part pas d'une plénitude intérieure est condamné à l'illusion ou à la répétition. Quand la femme comprend enfin que l'époux qu'elle attend, c'est sa propre conscience intégrée, alors le rêve peut changer. Et l'autel intérieur enfin s'illumine. Il y a une vérité que peu osent dire à voix haute. L'amour véritable ne survit que dans la liberté. Et cette liberté intérieure, lorsqu'elle est pleinement vécue par une femme, dérange. Non parce qu'elle fait du mal, mais parce qu'elle révèle, par contraste, la dépendance affective sur laquelle repose une grande part de notre culture relationnelle. Depuis des générations, on a enseigné aux femmes à aimer en s'oubliant, à se donner, à s'adapter, à endurer. Tout cela au nom de l'amour. Mais un amour fondé sur la peur de perdre, sur le devoir ou sur la fusion, n'est pas amour, c'est attachement. La société ne sait pas quoi faire d'une femme qui n'a plus besoin d'être aimée pour exister. Elle la juge froide, égoïste ou anormale. Pourtant, c'est peut-être elle qui aime le plus profondément, sans chaîne, sans rôle à jouer, sans marché intérieur. Jung nous enseigne que la liberté psychique est la condition de toute individuation. Or, la femme qui se libère intérieurement devient un miroir impitoyable. Elle révèle aux autres, partenaires, enfants, parents, leur propre incomplétude, leur propre peur d'être seule. Et c'est cela que la société ne supporte pas. Une femme intégrée n'est pas contrôlable. Elle ne cède plus par culpabilité, elle ne joue plus pour être aimée. Elle est. Et cette présence-là transforme tout, non pas par violence, mais par clarté. Elle invite à des relations conscientes, où chacun prend la responsabilité de ses blessures. Elle ne séduit pas, elle ne mendie pas, elle propose. L'amour libre est un affront aux structures fondées sur la dépendance, mais c'est aussi une lumière, car une femme libre, qui aime sans se trahir, ouvre un chemin que d'autres, un jour, pourront suivre. Lorsque la femme s'éloigne du modèle traditionnel, elle est souvent prise entre deux extrêmes, la soumission résignée ou la rébellion furieuse. Deux polarités qui semblent opposées, mais qui partagent une même racine. L'absence de centre intérieur. La femme soumise s'efface, elle se conforme, elle absorbe, elle sourit même quand elle souffre. Elle espère être aimée pour sa loyauté, son silence, son sacrifice. En elle, la peur du rejet est plus forte que le besoin de vérité. Elle croit qu'en devenant ce que l'autre attend, elle méritera l'amour. À l'opposé, la femme en rébellion rejette en bloc les codes, les hommes, l'amour lui-même parfois. Elle refuse de plier, elle lutte pour son espace, mais son cœur reste fermé. Car derrière cette révolte, il y a souvent une blessure non reconnue, l'humiliation, la trahison, l'effacement subi dans le passé. Jung appelait ces forces les ombres du féminin, non pas mauvaises, mais incomplètes. Elles indiquent que la femme n'a pas encore trouvé sa troisième voie, celle de la souveraineté intérieure. Ce n'est ni plaire, ni combattre, c'est être, intégrer en soi la douceur et la force, la vulnérabilité et la lucidité, sans se trahir dans l'un ni l'autre. La femme souveraine ne cherche pas à dominer ni à être dominée. Elle n'a plus besoin de se battre pour exister, ni de s'effacer pour être acceptée. Elle agit depuis un lieu d'unité, d'où naît un amour sans soumission ni défense. Cette voie n'est pas facile. Elle demande d'affronter ses blessures, de renoncer au rôle rassurant. Mais elle est la seule qui permette une relation véritable, où la femme ne se divise plus, mais se rencontre enfin, entière. Il y a des unions qui ne naissent pas de l'amour, mais de la peur. Des relations forgées non pas par un élan du cœur, mais par une faim ancienne, celle d'être vue, de ne pas être seule, de remplir un vide intérieur. C'est dans cet espace fragile
que naît ce que Jung appelait le mariage avec l'ombre. La femme qui n'a pas encore rencontré sa propre profondeur attire souvent un partenaire qui reflète sa part non vécue. Et dans cette union, elle ne trouve pas la lumière, mais le miroir obscur de ses blessures enfouies. Le besoin de sécurité devient dépendance. Le désir d'amour se transforme en chaîne. Et la peur de la solitude, ce vertige existentiel, conduit à accepter ce qui blesse, ce qui enferme, ce qui trahit. Mais ce n'est pas l'autre qui est responsable. C'est la partie en soi qui croit encore qu'un lien, même toxique, vaut mieux que le vide. Cette croyance pousse à faire des compromis destructeurs, se taire, se réduire, se perdre, jusqu'au jour où quelque chose en elle crie, non pas de colère, mais de vérité. C'est le cri de l'âme oubliée. Les rêves commencent à parler, maisons étroites, animaux blessés, enfants invisibles. Autant de signes que l'ombre prend la place de la vie, car lorsque l'on se marie avec la peur, on rejette l'appel de l'âme. Le chemin de sortie est rude, mais nécessaire. Il passe par l'acceptation de la solitude comme passage initiatique. Non comme punition, mais comme espace sacré de retour à soi. Ce n'est qu'en apprenant à vivre avec elle-même que la femme cesse d'attirer des liens de survie. Alors, le lien n'est plus une béquille, il devient choix. Et dans ce choix enfin libre, peut naître un amour vrai. Il arrive un moment, souvent après une crise, une perte ou un épuisement silencieux, où le voile tombe. La femme regarde enfin au-delà des apparences, au-delà du couple, des attentes, du regard des autres. Elle voit que ce qu'elle cherchait depuis toujours n'était pas un homme, un rôle ou une reconnaissance, mais une union sacrée avec elle-même. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il ne s'annonce pas avec des trompettes, mais avec un soupir, une fatigue douce, une lassitude de jouer, d'attendre, de chercher au dehors ce qui ne peut venir que du dedans. C'est là que naît la véritable cérémonie, invisible, intime, puissante. Le mariage intérieur, selon Jung, est l'union du féminin et du masculin en soi. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience psychique et existentielle. La femme découvre qu'elle n'a plus besoin de projeter son animus pour trouver direction et force. Elle les porte déjà. Elle n'a plus besoin d'attendre un regard extérieur pour se sentir vivante. Elle se voit. Dans cette reconnaissance, une paix nouvelle s'installe. Elle n'est pas euphorique mais stable. La femme cesse de courir, cesse de mendier. Elle habite son propre centre. Et de là, tout change. Ce qu'elle accepte, ce qu'elle tolère, ce qu'elle attire. Tout se transforme car elle ne vit plus dans le manque mais dans la plénitude. Ce mariage-là ne se célèbre pas dans une robe blanche, mais dans un silence habité. Il ne demande aucun témoin, sauf peut-être l'âme elle-même. Il ne promet rien à l'autre, mais tout à soi. Et paradoxalement, c'est lorsqu'elle cesse de chercher l'union extérieure à tout prix que l'amour, enfin, peut venir, libre, vivant, réel. Une femme qui ne projette plus, une femme qui ne se conforme plus, une femme qui ne demande plus la permission d'exister. Cette femme-là réveille une peur archaïque dans l'inconscient collectif, car elle incarne une vérité que le monde patriarcal a longtemps cherché à contenir. La puissance du féminin libre. La femme indomptable ne cherche pas à plaire, mais à être vraie. Elle ne joue plus le rôle de muse, de mère ou de compagne sacrificielle. Elle n'attend plus qu'on la choisisse. Elle se choisit elle-même. Et cela, pour beaucoup, est perçu comme une menace. Car toute société fondée sur la dépendance, le contrôle ou la répression ne peut tolérer une femme qui pense, ressent et agit à partir de son centre. Jung dirait qu'elle devient un archétype vivant, un miroir de l'ombre collective. Elle met en lumière ce que les autres refusent de voir en eux. La peur de la liberté, le rejet du féminin intérieur, l'angoisse du vide existentiel, et parce qu'elle ne joue plus le jeu, elle est souvent rejetée, caricaturée, diabolisée. Mais elle ne se bat plus, elle ne cherche plus à convaincre. Elle n'a pas besoin d'être acceptée pour exister. Son pouvoir ne vient pas de la domination, mais de l'alignement. Elle est devenue sa propre autorité. Elle ne vit plus en fonction de l'autre, mais en fidélité à son âme. Cette posture n'est pas arrogante, elle est sacrée. Elle enseigne simplement par sa présence que l'amour n'est pas soumission, que la relation n'est pas annulation, et que l'authenticité est le plus grand acte de guérison. La femme indomptable ne détruit pas, elle ne provoque pas, elle éclaire. Et dans son regard,
le monde peut enfin se souvenir de ce qu'est une femme entière. Il y a dans l'inconscient de nombreuses femmes un homme intérieur idéalisé, fort, sage, protecteur, visionnaire. C'est l'animus projeté, une figure inconsciente que la femme attribue souvent à un partenaire, un guide, un sauveur. Mais cette projection, si elle n'est pas reconnue, finit toujours par trahir. Car nul homme réel ne peut incarner durablement une image façonnée par l'imaginaire. Lorsque la femme cherche dans l'autre ce que son âme n'a pas encore intégré, elle finit par être déçue, non parce que l'autre est mauvais, mais parce qu'elle lui demande de combler un vide existentiel. Ce sauveur, tant attendu, devient alors un fardeau, une source de conflit, ou un fantôme à poursuivre, et la relation s'effondre sous le poids d'attentes irréalistes. Jung enseignait que le véritable chemin de transformation passe par la mort du sauveur. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour, mais de retirer à l'autre ce pouvoir absolu. C'est un processus douloureux, souvent accompagné de solitude, de deuil et de confusion. Mais c'est aussi une libération, car derrière cette mort symbolique se révèle une nouvelle figure, l'animus intégré. Ce nouvel animus n'est plus projeté à l'extérieur. Il vit en elle comme voie intérieure, comme boussole, comme force créatrice. La femme cesse alors de chercher un homme pour penser, décider ou diriger sa vie. Elle devient sa propre parole, sa propre autorité. Et à partir de là, toute relation change de nature. Elle ne relie plus des manques, mais des présences. Le véritable amour devient alors possible, non comme dépendance, mais comme danse entre deux êtres entiers. La femme qui a traversé la mort du Sauveur ne cherche plus de maître ni de refuge. Elle cherche un compagnon d'âme, ou parfois elle ne cherche plus rien, car elle est enfin en paix. Dans la tradition alchimique, le plus grand mystère est la conjunctio oppositorum, l'union des contraires. C'est le moment où les polarités se rencontrent non pour s'annuler, mais pour s'unifier. Pour Jung, cette image n'est pas seulement symbolique. Elle représente l'aboutissement du processus d'individuation, l'accomplissement d'une âme qui a cessé de fuir ses contradictions. Pour la femme, cette alchimie intérieure passe par la rencontre entre son féminin blessé et son masculin intérieur réprimé ou projeté. C'est une union sacrée, mais invisible. Il ne s'agit pas d'aimer un autre, mais d'unir en soi la sensibilité et la lucidité, la réceptivité et la direction, l'intuition et la pensée claire. Cette intégration ne se fait ni par la volonté ni par l'effort extérieur. Elle demande un travail de profondeur, de descente en soi. L'alchimie psychique commence là où les anciens schémas s'effondrent, dans les ruines de l'ego, dans les blessures non guéries, dans les silences que l'on n'a jamais osé habiter. Et pourtant, c'est là, dans ces ténèbres intérieures, que la matière première du soi est transformée. Chaque douleur devient un feu, chaque perte, un creuset. Et peu à peu, ce qui était fragmenté en soi commence à se relier. Le chaos laisse place à une cohérence subtile. La femme cesse d'être divisée entre ce qu'elle sent et ce qu'elle croit devoir être. Dans cette union intérieure, l'amour change de nature. Il n'est plus recherche de complétude, mais offrande. Il ne demande plus, il donne. Il n'attend plus, il partage. La femme devient alchimiste de sa propre vie, et c'est cela le véritable pouvoir, car toute transformation réelle commence à l'intérieur. Et la conjunctio, une fois réalisée, éclaire non seulement la psyché, mais tout ce qu'elle touche. Après le chemin intérieur, après les éclats de lucidité et les nuits de transformation, vient un autre défi, souvent oublié, celui de revenir au monde, sans se perdre à nouveau. Car la société, les relations, les anciennes dynamiques attendent, prêtes à nous réabsorber dans l'ancien personnage. La femme qui a vécu le mariage intérieur, qui a rencontré ses ombres et réconcilié ses polarités, s'en naître une nouvelle responsabilité, rester alignée, ne plus trahir ce qu'elle a vu, ne plus sacrifier sa vérité pour la paix apparente. Et pourtant, le monde extérieur, lui, n'a pas changé. Il continue de proposer les mêmes pièges, séductions émotionnelles, vieux rôles de sauveuse ou d'oubli de soi, système relationnel basé sur le besoin. Jung appelait cela le risque de régression, retourner à l'état antérieur par fatigue, solitude ou nostalgie. Ce retour en arrière n'est pas un échec, mais un test. Il oblige la femme à ancrer ce qu'elle a compris, non plus dans le silence de la retraite, mais au cœur même du quotidien.
Comment aimer à nouveau sans se perdre? Comment créer du lien sans fusion? Comment rester présente à l'autre sans s'abandonner? La réponse ne vient pas d'une méthode, mais d'une qualité de présence. Celle qui revient au monde en conscience ne rejette plus, mais choisit. Elle ne se ferme pas, mais elle sait reconnaître ce qui nourrit et ce qui vide. Ce retour est un passage initiatique. Il marque le début d'une vie relationnelle nouvelle, où l'amour n'est plus refuge ni devoir, mais danse libre entre deux centres solides. Et parfois, dans ce monde encore endormi, la femme qui a trouvé son centre devient phare, non pour guider les autres, mais pour rappeler en silence qu'une autre manière d'être est possible. Dans un monde qui valorise l'image, l'attachement, la conformité et la dépendance affective, une femme qui choisit de se marier avec elle-même accomplit un acte radical. Pas spectaculaire, mais profondément révolutionnaire. Elle renverse une loi non écrite, celle qui dit que la femme doit se compléter à travers l'autre, s'accomplir dans le regard d'un homme, se définir par la relation. En refusant cela, elle ne rejette pas l'amour. Au contraire, elle le sanctifie. Elle cesse de confondre fusion avec union, besoin avec lien, sacrifice avec fidélité. Elle redonne au mot amour sa grandeur perdue, celle d'un échange entre deux êtres libres, conscients, complets. Jung écrivait que le but de la vie n'est pas l'adaptation sociale, mais la réalisation du soi. Or, dans une culture qui a longtemps réduit la femme à son rôle de conjointe, de mère ou de muse, affirmer que le mariage essentiel est intérieur, c'est oser briser une illusion collective. La femme qui fait ce choix ne devient pas solitaire, elle devient souveraine. Elle peut aimer, désirer, construire un couple si elle le veut. Mais elle ne le fait plus depuis un manque. Elle ne cherche plus à être choisie. Elle s'est choisie. Et cela change tout. Ce mariage intérieur n'est pas un refuge narcissique, mais une base solide pour habiter le monde avec justesse. Il ouvre la porte à des relations vraies, à des choix alignés, à une vie qui reflète l'âme plutôt que les attentes extérieures. Refuser de se marier au sens traditionnel, c'est parfois dire « je refuse de me trahir ». C'est choisir de rester fidèle, non à une image, mais à un chemin. Et c'est peut-être cela, au fond, la vraie révolution. Une femme qui s'unit à elle-même et qui, ce faisant, devient libre d'aimer sans se perdre.